Merci, monsieur le vice-président. Avant de commencer avec ce thème, les super-héros dans la jurisprudence américaine, j'aimerais évidemment remercier l'Université de Strasbourg, l'association Média Droit, Charles Lecouédic qui nous a très bien cornaqué et très bien accueillis, Anne-Laure Morsbrucker qui nous a aussi facilité grandement l'organisation, Yann Bazir qui m'a invité. Je dis nous parce qu'on est quelques sudistes à avoir fait le voyage ensemble, ou presque. Grand merci à tous pour cette invitation et de se retrouver ici devant un amphithéâtre comble. Ça fait toujours plaisir et on constate d'ailleurs que c'est plus facile de remplir un amphithéâtre avec des thématiques aussi originales que lorsque l'on va parler du nouveau régime du droit des obligations issu de l'ordonnance du 10 février 2016. Bref, donc c'est extrêmement plaisant. En regardant le programme, je me rends compte que je suis finalement le seul positiviste, ou en tout cas le seul à devoir à faire une intervention en droit positif, puisque la plupart de mes camarades ont disserté du droit des super-héros en utilisant des thèmes du droit, mais en brodant, en jouant un peu sur la fiction. Moi, je vais finalement rester très positiviste, c'est-à-dire je me base sur la jurisprudence américaine. C'est finalement assez logique puisque, d'ailleurs, l'intitulé de ce colloque, du Punisher au Lawyer, la thématique nous envoie aux États-Unis, c'est le berceau des super-héros, même si on a aussi en France des super-héros peut-être moins connus, je pense à Gottlieb et à Super Dupont, le super-héros français, mais enfin, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, c'est plutôt aux super-héros issus des comics américains auquel on pense. Je vais tout de suite commencer en vous faisant part de mon super pouvoir hypnotique, en vous faisant croire que l'intervention, donc, qui doit durer théoriquement entre 10 et 15 minutes, va durer 10 et 15 minutes, mais je vais plutôt je vais sans doute dépasser les 20 minutes, donc je serai un petit peu lent, mais comme j'ai ce super pouvoir hypnotique, vous ne vous en rendrez pas compte. Alors, les super-héros dans la jurisprudence américaine, la première chose qui frappe lorsqu'on s'intéresse à ce sujet, c'est de constater le nombre d'arrêts, de décisions de justice américaines qui concernent les super-héros. J'en ai dénombré à peu près 1 millier. Alors, il y a évidemment beaucoup de jurisprudence, beaucoup de contentieux, les contentieux DC Comics, DC qui attaquent les auteurs qui veulent récupérer leurs droits, donc du contentieux de copyright, mais il y a énormément aussi de jurisprudence que je pourrais qualifier de jurisprudence hommage, où on se rend compte que les juristes et les juges américains sont de véritables fans de culture populaire, de culture de super-héros, et pour illustrer cette première idée, je vais prendre un exemple, qui est un exemple récent rendu par la Cour suprême des États-Unis. C'est une affaire Kimball contre Marvel, c'est un arrêt de juin 2015, donc tout récent. La Cour suprême des États-Unis, vous le savez, c'est la plus haute juridiction fédérale américaine, c'est l'équivalent de notre Conseil constitutionnel, notre Cour de cassation. Et dans cette jurisprudence qui concernait un litige de droit de la propriété intellectuelle entre un fabricant de jouets qui avait fabriqué un jouet projetant de la mousse pour imiter une toile de Spider-Man, ce fabricant de jouets qui était opposé à l'entreprise Marvel, eh bien, dans ce qu'on appelle le holding, dans la partie décisoire de la décision de la Cour suprême des États-Unis, à propos de la question de savoir si on devait opérer un revirement de jurisprudence en droit de la propriété intellectuelle ou non, ou est-ce qu'on devait faire valoir la règle du stare decisis, la règle du précédent. Donc dans le holding, la partie décisoire la plus importante donc de l'arrêt de la Cour suprême, vous avez quand même la Cour suprême qui nous dit ceci: nous devons utiliser la doctrine du stare decisis avec modération. Et là, les juges de la Cour suprême citent, comme c'est d'ailleurs au dos de ce petit fascicule, citent la phrase suivante que prononce dans le comics Spider-Man l'oncle Ben: des grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, avec une petite note de bas de page citée par la Cour suprême, Stan Lee, Amazing Fantasy, numéro 15, 1962. Donc même dans la jurisprudence la plus prestigieuse, si j'ose dire, issue de la plus haute juridiction américaine, on a des références aux comics et aux super-héros. Et on pourrait multiplier les exemples, j'en ai trouvé un autre, alors rendu par une cour d'appel du 9e district, c'est une
aussi une juridiction fédérale, dans un arrêt DC Comics contre Mark Told. C'était une affaire dans laquelle vous aviez un particulier qui retapait des vieilles voitures et qui les designait comme la Batmobile. Et là aussi, on a de la jurisprudence et revendait ensuite ces Batmobiles. Donc évidemment, DC Comics a voulu interdire cette vente de voitures de Batmobile et sans autorisation. Et dans cette décision, là aussi, on retrouve des hommages de la part des juges. Alors c'est plus la Batmobile qui était imitée, c'était la Batmobile de la vieille série de Batman de 1966 avec Adam West. Je ne sais pas si vous voyez, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent sans doute pas la série, mais c'était une série kitschissime avec chaque fois que Batman se battait contre le Joker, on avait des onomatopées qui apparaissaient. Et dans cette décision, la décision est rythmée par toute une série de références à la série de 1966, des références extrêmement kitsch. Le début de l'arrêt commence par To the Batmobile. Ensuite, vous avez plusieurs paragraphes. Holy Copyright Law Batman, comme pour imiter le jeune Robin qui sollicite Batman en disant attention, le droit des copyrights. Et donc toute la décision est comme ça, est rythmée de petites phrases amusantes qui font référence à la série de 1966. Alors est-ce que ces hommages par les juges à la culture des super-héros est étonnante? C'est étonnant pour des Français, mais quand on y réfléchit, pour des Américains, c'est pas étonnant. Le mouvement droit et littérature, dont on parle parfois en droit français, c'est un mouvement qui est né dans les systèmes de common law. Dans les anciennes décisions anglaises, on avait des citations de littérature ou des héros de l'époque. Hein, on a cité très régulièrement, et pendant tout le XVIIIe, le XIXe siècle, on a cité Shakespeare. Et bien finalement, les juristes aujourd'hui ne citent plus Shakespeare dans leurs décisions de justice, mais ils citent les autres héros, les héros, pardon, j'ai failli dire zéro, mais les héros plus contemporains que sont finalement les héros de DC Comics, de l'univers Marvel, etc., les super-héros. Alors on a d'autres décisions qui dépassent simplement les jurisprudences simplement hommage. On a même parfois des décisions de procédure pénale qui posent des vraies questions de droit à partir non pas de l'histoire des super-héros, mais où il est fait référence à l'univers des super-héros. Et je pense à un arrêt State contre Avni, qui est un arrêt de 1992 rendu par les juridictions étatiques du Dakota du Nord, où il était question de vol de bétail. Vous aviez quelqu'un qui avait volé plusieurs vaches dans un ranch voisin. Il se fait arrêter par la police. Et les policiers, lors de l'interrogatoire, l'individu est gardé à vue, donc on lui dit ses droits, c'est la jurisprudence Miranda de 1966, et dans l'interrogatoire de garde à vue, le policeman lui pose la question, mais comment vous avez fait pour faire monter les vaches comme ça dans votre pick-up aussi rapidement? Et la réponse de la personne inculpée, c'est peut-être que je suis incroyable Hulk. Et la question a été posée très sérieusement aux juridictions, comment doit-on interpréter cette phrase? Est-ce que c'est une insulte faite à un genre? Est-ce que c'est un semi-aveu? Est-ce que c'est une manière de dire c'est à vous de prouver les faits? Et les juridictions ont dû se prononcer et ont considéré qu'effectivement ça devait être plutôt interprété comme à vous de prouver les faits que vous me reprochez. Alors lorsqu'on regarde la jurisprudence et donc avec en tête cette recherche de cette thématique des super-héros, et qu'on fait le tri parmi le très grand nombre d'arrêts, on s'aperçoit que peuvent naître des interrogations un petit peu plus profondes, un petit peu plus intéressantes sur la société américaine, sur cette fascination qu'ont les Américains et les juristes américains vis-à-vis des super-héros. Finalement, on peut se poser la question de savoir que nous disent ces jurisprudences qui citent les super-héros sur la société américaine. Et il y a finalement deux choses qui apparaissent, qui transparaissent. D'une part, on se rend compte que la société américaine, à travers la jurisprudence qui cite ces super-héros, c'est une société qui est un petit peu perdue, un petit peu en quête de repères. Et puis, de l'autre côté, on se rend compte aussi, à travers toujours ces jurisprudences, que, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on a affaire à une société qui est aussi en quête de héros. Et c'est un petit peu comme dans l'univers des X-Men et des mutants, on se rend compte que la vision de la société américaine à travers la jurisprudence, à travers le contentieux américain, on se rend compte finalement que, comme les X-Men, ce sont à la fois les super-héros sont à la fois honnis, sont à la fois craints, sont à la fois détestés et en même temps adulés. Et on retrouve finalement cette double figure du super-héros qu'on retrouve dans tout l'univers Marvel, l'univers comics. C'est à la fois la question de savoir est-ce que
le super-héros est un monstre ou est-ce que finalement le super-héros est un modèle? Et on retrouve finalement cette dichotomie dans la jurisprudence, et vous l'avez compris, en tant que juriste, ce sera mon plan en deux parties. Le super-héros monstre, le super-héros modèle. Et vous allez voir que sur cette question, cette première idée, est-ce que le super-héros est un monstre? Vous avez de la jurisprudence qui traduit bien cette angoisse vis-à-vis du super-héros en tant que personne qu'il faut craindre ou qu'il faut peut-être même détester. En regardant la jurisprudence, on s'aperçoit que, à travers le contentieux, la société américaine s'interroge sur ses valeurs, sur ses symboles. On trouve, par exemple, de la jurisprudence, et notamment dans un arrêt Frederickson contre Hustler de 1985, on trouve de la jurisprudence dans laquelle on apprend que dans un certain nombre d'États, et notamment des États du Sud, on a retiré, avec l'aval des juridictions, des bibliothèques publiques dans les années 80, des exemplaires de Batman et Robin parce que vous aviez des associations puritaines chrétiennes qui considéraient qu'il y avait là un symbole de deux individus en collant qui passent le plus clair de leur temps ensemble, des symboles à peine dissimulés d'homosexualité. Donc ça a choqué des associations chrétiennes qui ont obtenu l'interdiction dans les bibliothèques publiques des comics Batman. C'est une jurisprudence de 1985, mais beaucoup plus récemment, vous avez là aussi dans les années 2000, en 2008 par exemple, de la jurisprudence où les associations chrétiennes ont réussi à obtenir l'interdiction dans les écoles publiques, dans la DVD-tech des écoles publiques, des épisodes de Hellboy ou de Harry Potter, parce que on ne peut pas montrer à des enfants des héros qui ont une origine satanique ou qui pratiquent la sorcellerie. Donc le super-héros apparaît parfois, souvent, dans la jurisprudence comme une figure diabolique, une figure ou alors déviante, pour évoquer le sujet de l'homosexualité, une figure qu'il faut rejeter, en tout cas qui interroge les valeurs de cette société américaine puritaine. On voit aussi, à travers la jurisprudence américaine, on retrouve l'idée selon laquelle le super-héros, la figure du super-héros est peut-être le symbole d'une société qui fuit la réalité, qui se réfugie dans le fantasme et dans la fiction. Et notamment lorsqu'on regarde la jurisprudence pénale, on trouve par exemple des arrêts, alors The People contre Tran, rendu par la Cour supérieure d'Orange County, un arrêt de 2007 dans lequel une affaire de meurtre sordide, où il est question de s'interroger sur est-ce que l'auteur des coups portés a toute sa santé mentale, et l'auteur des coups portés dit que ces actes, il a trucidé une personne avec un couteau, étaient dictés par Superman, puisque c'était Superman qui lui disait « la personne que tu dois trucider est un ennemi, il faut que tu m'aides à l'abattre ». Et on se rend compte finalement, quand on regarde la jurisprudence des années 70-80 sur les psychotiques qui assassinaient des personnes avec un couteau, en général c'était plutôt Satan qui demandait aux psychotiques d'assassiner une personne. Ici maintenant les choses sont en train d'évoluer puisque c'est la figure du super-héros, c'est Superman qui peut conduire les individus à poignarder, le psychotique à poignarder quelqu'un d'autre. On a d'autres affaires assez intéressantes aussi où la figure du super-héros est un petit peu stigmatisée, diabolisée. Une affaire Martinez rendue par la Cour d'appel du district de Californie en 2013, où vous aviez un individu qui s'identifiait quotidiennement à Batman, et ça posait aucun problème à son épouse et à son voisinage. On l'appelait Batman tous les matins quand il allait au travail. Sauf qu'un jour, dans une dispute conjugale, son épouse lui a dit « Bah, si toi tu es Batman, moi je suis le Joker et je vais te rendre la vie extrêmement difficile. » Et le fait que son épouse se présente sous les traits du Joker va déclencher un accès de folie chez l'individu, chez Martinez, qui a égorgé son épouse et qui l'a ensuite enterrée dans le désert. Et évidemment, dans sa défense, ce qu'on pourrait appeler la défense Batman, dire « oui, mais elle m'a dit qu'elle était le Joker », ça n'a pas fonctionné puisque l'individu est malgré tout allé en prison. Plus anecdotique, on a également de la jurisprudence, une jurisprudence intéressante, Williams contre States, où c'est une jurisprudence rendue par une cour d'appel du Maryland où le procureur qui poursuit dans une affaire pénale un individu stigmatise le comportement particulièrement retors et tordu de l'avocat de la défense en disant finalement vous êtes un piètre avocat et vous êtes un véritable Lex Luthor, et c'est repris dans la décision de justice avec les juges qui ont mis une petite note de bas de page. Donc Lex Luthor, Human Criminal Mastermind, Nemesis of Superman. Donc on vous explique qui est Lex Luthor, et donc finalement
finalement, pour stigmatiser, pour vous montrer ce que c'est qu'un mauvais comportement d'avocat devant la cour, on fait référence, non pas au super-héros, mais au super-vilain, Lex Luthor, qui est l'ennemi favori, vous le savez, de Superman. Donc quand on regarde la jurisprudence américaine, on s'aperçoit qu'on a un certain nombre d'arrêts en quantité où le super-héros a une figure plutôt négative, une figure monstrueuse. Mais évidemment, ça n'est qu'une vision partielle du contentieux de la jurisprudence, et quand on regarde l'essentiel de la jurisprudence, on se rend compte qu'il y a un regard plutôt positif qui est porté sur le super-héros, et même on s'aperçoit que d'une certaine manière, le super-héros, tel qu'on le retrouve dans les décisions de justice, fait plutôt figure de modèle, d'exemple. Alors, le super-héros modèle, le super-héros exemple, on peut en trouver toute une série d'illustrations. Première jurisprudence intéressante que je pourrais vous reporter, c'est une affaire The People contre Vega, un arrêt très récent de la Cour d'appel de la 7e division de Californie, du 14 mars 2016, où il était question ici d'utiliser la figure du super-héros comme élément justificatif, ou en tout cas comme élément explicatif à un jury d'assises, ou plus exactement un jury criminel aux États-Unis. On avait un individu qui avait une particularité physique, qui faisait 2 mètres de haut et plus de 150 kg, donc un colosse, qui s'était battu avec 4 policiers. Et les policiers avaient décrit la scène, l'individu était inculpé en disant ce colosse est une véritable furie, il a fallu 4 policiers pour le maîtriser, il nous a tapé, et un des policiers décrit la scène comme une scène où l'incroyable Hulk se battrait contre des policemen. Et l'avocat de la défense, j'allais dire de manière très intelligente, pour frapper l'esprit du jury, reprend cette image de l'incroyable Hulk en disant, mais finalement, je vous rappelle que l'incroyable Hulk est un personnage qui est plutôt positif, c'est plutôt un personnage qui est bon, et il y a tout un passage dans l'arrêt où l'avocat de la défense explique que l'incroyable Hulk, en général, c'est pas parce qu'il est grand et costaud qu'il est méchant, et que l'incroyable Hulk réagisse très souvent aux attaques, et ça n'est que lorsqu'il est agressé que l'incroyable Hulk se déchaîne, et que finalement, c'est sans doute ce qui s'est passé dans les faits, c'est parce que les policiers ont été menaçants que le colosse s'est défendu, évidemment. Donc on mobilise l'image de l'incroyable Hulk, un petit peu comme le bon géant vert, si j'ose dire, qui, pour essayer de faire passer le message atténuateur au jury, en disant, mais finalement, c'est pas parce que mon client est un colosse que c'est nécessairement un méchant. La figure du super-héros également peut être mobilisée comme une espèce d'élément pédagogique, un arrêt là aussi intéressant, Nobles contre Araka, rendu par une juridiction californienne en 2016, où les juges utilisent la figure du super-héros pour faire preuve de pédagogie, pour expliquer la confusion des patrimoines d'une personne physique et d'une société, où vous avez un passage de l'arrêt qui vous explique que l'entreprise et Monsieur X sont les deux mêmes entités, comme Batman est le double de Bruce Wayne, pour finalement faire preuve de pédagogie, la confusion des patrimoines, Bruce Wayne, Batman, vous voyez que là, on peut utiliser la figure du super-héros pour expliquer des choses qui peuvent a priori être complexes en droit des sociétés. Troisième exemple est peut-être finalement le plus intéressant parce que il illustre très bien l'idée que le super-héros peut être un modèle, le super-héros peut être un exemple à suivre. C'est une décision de justice rendue par la Civil Court de New York en 2010, l'arrêt Spina contre De Filippo. C'est une affaire assez intéressante dans laquelle vous aviez la cliente d'un avocat qui avait une créance personnelle contre son avocat. Et elle demande le paiement de cette créance et le jugement exécutoire vise dans son arrêt Michael Filippo, qui est l'avocat, mais Michael Filippo PC, c'est-à-dire Professional Corporation. C'est-à-dire que le jugement vise non pas la personne physique Michael Filippo, la créance était une créance personnelle, mais le jugement exécutoire vise la société de Michael Filippo par laquelle il exerçait son activité libérale. Donc, pour dire les choses très clairement, l'avocat qui reçoit cet ordre de justice en disant « vous devez payer la créance » dit « mais ah non, c'est pas moi, là, le jugement vise ma société et pas moi en tant que personne physique ». Donc, l'avocat essaye d'esquiver, et là, la jurisprudence, la décision de justice, le juge rend une sentence extrêmement ferme en disant, je vous cite le passage de l'arrêt, le défendeur, en visant l'avocat, est tenu à un standard de comportement plus élevé que n'importe quel professionnel parce qu'il est avocat. Il est tenu à un code d'éthique professionnelle qui n'est pas un règlement de pacotille. Le défendeur doit se souvenir que Zorro, entre parenthèses Don Diego de la Vega,
The Shadow, Lamont Cranston, et Superman, entre parenthèses Clark Kent, chacun d'entre eux a un alter ego, mais sont en fait les mêmes personnes conscientes du bien et du mal et qui n'esquivent jamais leurs responsabilités. En d'autres termes, on ne se réfère pas au standard du reasonable man dans cette jurisprudence, mais l'avocat, on utilise le standard du super-héros en tant que personne qui doit se comporter de manière exemplaire. Donc, le super-héros en tant que standard juridique, nouvelle peut-être catégorie utilisée par la jurisprudence, vous voyez que ici on est en plein dans notre idée selon laquelle le super-héros peut être un véritable modèle. Je suis déjà trop long et je voudrais conclure très rapidement en essayant de répondre finalement à la question évoquée en introduction, finalement pourquoi cette fascination des Américains et des juristes américains pour la figure des super-héros. À mon sens, il y a deux explications rapides qui pourraient être apportées. D'abord, l'idée selon laquelle les super-héros, c'est vraiment de la culture populaire, mais pas au sens négatif du terme. C'est-à-dire qu'on a ici une culture qui touche tout le monde, une culture de masse. Et que le droit aux États-Unis n'est sans doute pas la même matière, la même discipline qu'en France ou qu'en Europe, c'est-à-dire que c'est une discipline qui est sans doute moins snob, moins élitiste qu'en Europe. Finalement, les juristes sont des individus comme les autres, et les connexions entre la culture populaire et le droit se font de manière très fréquente, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à travers le mouvement Law and Literature qui existe depuis plusieurs siècles aux États-Unis. Et puis, deuxième chose, on s'aperçoit que les super-héros, cette culture populaire, c'est vraiment une culture populaire qui touche toutes les classes sociales aux États-Unis. Dans l'affaire que j'ai évoquée en ouverture, l'affaire Kimball contre Marvel, rendue par la Cour suprême des États-Unis, l'opinion majoritaire est rendue par Elena Kagan, qui est une juriste de 56 ans, issue d'une famille aisée, une très grande juriste, et c'est elle qui a rédigé, et on s'aperçoit que finalement, même un juriste issu d'une famille aisée qui a fait les plus prestigieuses universités de droit, qui est né dans les années 60, a nécessairement été touché par la culture populaire américaine, par la culture des super-héros. Et même Elena Kagan, qui est d'un milieu aisé, donc a lu quand elle était jeune des comics. En réalité, quand on s'interroge sur cette thématique, sur ce colloque, et qu'on fait le pont entre la France et les États-Unis, ce qui est étonnant, c'est que l'on trouve étrange de mobiliser les super-héros pour expliquer le droit. Je vous remercie.